Bonsoir tout le monde, il est 19h, une minute. Merci tout le monde d'être venu ce soir à la séance. Avant de commencer la séance, j'aurais trois petites choses à dire au niveau technique. Premièrement, on a une caméra. Nous, ici, on est filmé la salle de dépôt. Puis, la vidéo il est toujours disponible le lendemain sur notre site. C'est un site sur notre site, puis vous allez cliquer sur l'application YouTube, là, puis vous allez voir la séance. Ensuite de ça, là, au niveau du son, quand vous parlez dans les périodes de questions, il y en a deux, une de 15 minutes et une de 30 minutes. Essayez de parler proche du micro, autant que possible. Puis, M. Bonhomet ici, qui est là, il y a un téléphone aussi qui enregistre. Quand vous êtes devant le micro, ben, dites votre prénom et votre nom. Puis posez une question précise. La question, il faut qu'elle soit assez courte, puis pas de préambule avant. Il y a aussi un point que je voulais dire qui est très important, c'est qu'il faut garder toujours la politesse, puis être respectueux envers les gens, les employés municipaux et les élus. Parce que c'est super important. Dernièrement, j'ai eu deux séances, une séance où on s'est fait traiter de malhonnête, pas trop sûr de la même chose. Je le dis. Et une autre fois, on s'est traité de toutes sortes d'affaires aussi. Dans une autre, c'était pas une séance, c'était une rencontre. Ça, on doit apprécier ça. C'est comme des genres de mini-agressions constamment. Et ça, au fil du temps, on les accumule, puis à un moment donné, ça marche plus. Ça vient difficile pour les employés et pour les élus. Et en passant au Québec, pour moi, vous êtes au courant de ça, il y a 10% d'élus qui ont déjà démissionné depuis 2021. Ça fait que c'est quand même beaucoup. Je pense qu'il y en a, je sais plus comment, il y a au-dessus de 800. Hein? Ouais. C'est beaucoup quand même. Ça fait que, puis, je ne sais pas comment d'employés municipaux qui ont pu démissionner aussi, mais la vie n'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde a des humains, on fait le maximum qu'on peut. Puis, je pense qu'on peut garder quand même la politesse et la courtoisie. Nous, on est courtois et polis, fait qu'on prend ça le temps d'avoir la même chose. Alors, ce soir, on a une rencontre assez chargée, plusieurs points. Je vais commencer par faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 1.3, le son est-tu bon? Je pense que oui, vous entendez bien. 1.3, c'est l'adoption du procès verbal du 8 février 2024. 1.4, location d'un nouveau photocopieur numérisateur. 1.5, adoption du règlement 2024-408, modifiant le règlement 2023-406, décrétant la tarification des différents services municipaux. 1.6, politique de gestion des plaintes. 1.7, réaménagement du bureau municipal, études de faisabilité. 1.8, avis de vacances, poste de conseiller au siège numéro 2. 1.9, résiliation du vote par correspondance. 1.10, mandat Morancy, Société d'avocats. Réclamation du 10 novembre 2023 du propriétaire du lot 5 724 556. Demande en justice portant le numéro 410 17 0022 10-258. Le point 1.11, dépôt du bordereau de correspondance de février 2024. En trésorerie, on a 2.1, autorisation des dépenses du mois de février 2024. 2.2, le PRABAM, résolution du conseil municipal, entérinant et confirmant la réalisation des travaux pour la reddition de compte finale. 2.3, programmation TEC 2019-2023, version 5. 2.4, avis de motion du projet de règlement 2024-409, décrétant une dépense de 286 800 et un emprunt de 286 800 $ pour des travaux de réfection sur divers tronçons municipaux. 2.5, présentation et adoption du projet de règlement 2024-409, décrétant une dépense de 286 800 $
et un emprunt de 286 800 $ pour des travaux de réfection sur divers tronçons municipaux. « 2.6, période de questions. Au point 3, sécurité publique. 3.1, dépôt du rapport annuel et suivi du schéma de couverture de risque en incendie. 3.2, demande de relancer le comité incendie de la MRC Mekinac. 3.3, acceptation du rapport final dans le cadre du programme général d'assistance financière lors de sinistres. Événement de décembre 2023. 2023. Transport, hygiène et milieu et environnement. C'est un bruit de sinistre, on est là. 4.1, épandage et fourniture d'arbres-poussières. 4.2, mandat pour une évaluation des coûts pour la mise en service d'un nouveau puits de captage dans le secteur des mines. 4.3, validation des débitmètres. 4.4, dépôt de déclaration des prélèvements d'eau 2023. 4.5, dépôt des bilans de la qualité de l'eau 2023. 4.6, plan et devis pont du lac 3000. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, avis de motion du projet de règlement 2024-347-07, modifiant le règlement de zonage numéro 347 afin de modifier les dimensions minimales d'un bâtiment principal sur tout le territoire, modifier la superficie d'un bâtiment accessoire. 5.2. Présentation et adoption du premier projet de règlement 2024-347-07, modifiant le règlement de zonage 347, afin de modifier les dimensions minimales d'un bâtiment principal, la superficie d'un bâtiment accessoire. 5.3. Audition de la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 622. 5.4, demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 622. Loisirs et culture, santé et bien-être. Nomination du représentant à l'Office municipal d'habitation, l'ONH. Demande d'aide financière et infrastructure du Notre-Dame, du MDA Jam. Autorisation de dépôt, à 6.3, autorisation de dépôt de candidature, municipalité Amis des aînés. 6.4, dépôt du projet dans le cadre du mois de l'arbre. 6.5, date de fermeture de l'aréna pour la saison 2023-2024, le dimanche 7 avril 2024. 6.6, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. 6.7, demande d'aide financière au Fonds culturel de culture Mekinac pour le projet Mosaïque bibliothéque. 6.8, appui à la demande du Cercle des fermières des Anges dans le cadre du FRR 4 pour le projet Rayonnement renouvelé. Autre sujet d'envergure, on a 7.1.1, acquisition des terrains Hydro-Québec, mandat au notaire et autorisation de signature de l'acte de vente. 7.2, point d'information du maire. 7.3, période de questions, 30 minutes. Et 7.4, levée de la santé. Donc, on en reste pas pour aujourd'hui. Madame tout le monde est d'accord? Alors, adoption du procès-verbal du 8 février 2024. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent les avoir reçus et lus, en conséquence, il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2024 soit adopté tel que rédigé. Ça prendra donc un proposeur. Madame Sylvie Gott. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Location de nouveaux photocopieurs numérisateurs. Donc, considérant que le contrat de location du photocopieur BR Booklet Maker Finisher modèle 8055 a pris fin,
Considérant qu'il y a possibilité de louer à moindre coût un modèle plus récent et plus versatile, le Bruker Maker Finisher modèle 8170, considérant que Xerox garantit aucune indexation du prix pour la durée du terme qui sera de 66 mois et une indexation de 5% du coût des copies pour les années 4 et 5 du contrat. En conséquence, il est proposé et résolu que ce Conseil autorise la directrice générale adjointe, Mme Bodbanker-Harrison, à signer tous les documents relatifs au contrat de location d'un nouveau photocopieur avec Xerox, tel que proposé par eux, pour une durée de 66 mois, au montant de 403,24 plus taxes par mois. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Ginette Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui, bien c'est sûr qu'avec le nouveau photocopieur, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va être en mesure de numériser les documents. On le faisait déjà, mais maintenant, les documents numérisés vont être, on va pouvoir faire une recherche de texte dans les documents, donc c'est facilitant parce qu'une fois qu'on a numérisé les documents qui sont dans notre serveur, on va pouvoir faire une recherche de texte. Et aussi avec nos logiciels comptables, quand on va numériser des factures, ça va pouvoir s'intégrer directement dans notre logiciel comptable. Donc, pour moindre coût, on va avoir plus de services avec le nouveau photocopieur. Donc, c'est très bien. Maintenant, on serait rendu à 1.5, adoption du règlement 2024-408 qui modifie le règlement 2023-406 qui décrétait la tarification des différents services municipaux. Donc, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2024-408 qui modifie le règlement 2023-406 qui décrète la tarification des différents services municipaux. Ça prendra donc un proposeur. Madame Sylvie Huot. Tout le monde est d'accord? Oui. Politique de gestion des plaintes. Donc, dans un esprit bienveillant et animé par le désir d'écouter attentivement les résidents de Notre-Dame de Montauban, la municipalité instaure une politique de gestion des plaintes. Cette initiative vise à mettre en place un mécanisme permettant à toute personne insatisfaite d'exprimer son mécontentement. Ce dispositif contribue également à maintenir la qualité des services en fournissant un cadre de référence assurant un traitement adéquat, uniforme et prompt des plaintes. La présente politique de gestion des plaintes est un outil essentiel dans la procédure de traitement des plaintes de la municipalité. Elle vise à instaurer une plus grande équité envers les citoyens en établissant et en appliquant une procédure neutre, transparente et équitable. De plus, elle vise à uniformiser le traitement des plaintes de façon adéquate, tout en assurant la neutralité et la confidentialité. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame de Montauban a mis en place un formulaire de plainte à l'automne 2023, donc depuis l'automne, on avait un formulaire sur notre site web, considérant que la municipalité souhaitait bonifier la gestion des plaintes, considérant que la municipalité désire mieux contrôler et gérer les plaintes, considérant que la municipalité désire uniformiser le traitement des plaintes de façon adéquate tout en assurant la neutralité et la confidentialité. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame adopte la présente politique de gestion des plaintes, dont le formulaire de plainte et le rapport d'intervention sont en annexe. Donc, ça va être un formulaire de plainte, puis il va y avoir aussi un rapport d'intervention. Donc, au niveau administratif, on va avoir un suivi plus serré quand la plainte rentre, à quel département ça va être adressé, qui l'a adressé, quels sont les délais. Donc, il y a certaines définitions qui sont dans la politique, que vous allez pouvoir retrouver en ligne. Il y a aussi des critères d'admissibilité. Par exemple, pour qu'une plainte puisse faire l'objet d'un examen par la municipalité, elle doit remplir les conditions suivantes. Donc, elle doit être exposée par écrit sur le formulaire qui va être prévu à cette fin. Elle doit contenir les informations requises qui permettent d'identifier et de joindre le plaignant. Elle doit être suffisamment détaillée pour permettre une intervention. Elle doit être reliée à une action de la municipalité ou à un service municipal, à un règlement municipal ou à une loi applicable par la municipalité qui crée le préjudice. Elle doit être basée sur des faits et non sur une rumeur ou une perception. Maintenant, qu'est-ce qui rendrait une plainte non admissible? Les plaintes suivantes ne sont pas admissibles et ne seront pas traitées. Donc, une plainte anonyme, verbale ou effectuée par l'entremise de réseaux sociaux, une plainte qui comporterait un litige privé, une plainte qui n'est pas du ressort de la municipalité ou qui s'adresse à une autre instance, une plainte dont le sujet a déjà été porté à l'intention d'un tribunal, donc dans le cadre d'une procédure judiciaire existante, une plainte déposée lors d'une séance publique du conseil municipal, une plainte publiée sur les réseaux sociaux ou une plainte assujettie aux dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou en fait une requête.
Confidentialité, les municipalités soumises à l'application de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels. Donc, la confidentialité n'empêche pas la production de rapports et la transmission de renseignements suffisamment détaillés pour permettre aux intervenants de bien situer l'objet de la plainte, de comprendre les situations et de faire les recommandations. Toutes les procédures de traitement des plaintes seront conduites dans le plus grand respect de tous, et ce pour toute partie, et dans la plus stricte confidentialité et neutralité. Traitement d'une plainte, donc il va y avoir un accusé de réception qui va être envoyé au plaignant dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la plainte. L'adresse courriel fournie dans le formulaire de plainte sera utilisée. L'accusé de réception contiendra les renseignements suivants. Donc, un avis dans le cas d'une plainte incomplète comportant une demande de complément d'information, un avis dans le cas d'une plainte non fondée ou non recevable, le nom et les coordonnées du responsable du traitement de la plainte, un avis si la plainte est recevable informant le plaignant que sa plainte fera l'objet d'une analyse. La plainte est acheminée au responsable du service concerné, à moins que la plainte ne le concerne directement, dans lequel cas elle est traitée par la direction générale. Le plaignant, l'individu mis en cause, les employés de la municipalité et toute personne susceptible d'apporter un éclairage dans le règlement de la plainte sont contactés pour l'examen de la plainte et, le cas échéant, la rédaction d'un rapport d'intervention. Et enfin, suivant le rapport d'intervention, la municipalité pourra, le cas échéant, prendre des mesures nécessaires pour apporter des correctifs. Donc, ça prendrait un proposeur pour cette nouvelle politique. Monsieur Jean-Louis Mortel. Oui. Moi, d'accord? Oui. Nous sommes donc rendus à 1.7. Réaménagement du bureau municipal, étude de faisabilité. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder à des travaux de réfection du bureau municipal, considérant qu'il y a lieu de soumettre une demande d'aide financière à tout programme d'aide financière, dont, entre autres, le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, pour ces travaux. Considérant qu'afin de compléter une telle demande d'aide financière, la municipalité se doit de fournir les documents suivants. Donc, une description du projet et une justification de la pertinence du projet, une estimation des coûts du projet, des plans et devis préliminaires, de même qu'un échéancier de réalisation. En conséquence, il est donc proposé et résolu de mandater M. François Beauchesne, architecte, pour fournir les documents ci-haut mentionnés, et ce, dans les meilleurs délais possibles. Ce mandat sera réalisé au coût de 12 500 $ taxes en su, tel que décrit sur sa soumission en date du 21 février 2024. Et pour vous rappeler, ce projet-là était sur le plan triennal d'immobilisation que nous avons déposé en décembre 2023. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Sylvie Huot. Moi, d'accord. Avis de vacances, poste de conseiller, siège numéro 2. Donc, attendu que le mandat du conseiller du siège numéro 2, M. Martin Lavallée, a pris fin le 21 février 2024, date de sa démission, attendu que ce 14 mars 2024, un avis de vacances au poste de conseiller du siège numéro 2 est déposé par la greffière de la municipalité, c'est-à-dire moi, à la présente séance du conseil. Attendu que la vacance au poste de conseiller du siège numéro 2 a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le prochain scrutin, c'est en novembre 2025. Attendu que le poste de conseiller du siège numéro 2 doit être comblé par une élection partielle. Donc, la greffière avise le conseil, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la vacance au poste de conseiller du poste numéro 2 de la municipalité de Notre-Dame, et avise également le conseil qu'elle a fixé, conformément à l'article 339 de cette même loi, la date du scrutin qui sera le dimanche 12 mai 2024. Donc, le vote par anticipation va être le 5 mai, puis le scrutin va être le 12 mai. Et peut-être le 22 vers le 25 mars, je vais sortir l'avis du scrutin. Et ensuite, là, les gens qui sont intéressés à déposer leur candidature là, pourront être informés là, des dates pour déposer une candidature. Donc, 1.9. Résiliation du vote par correspondance. Donc, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire, ou à un autre titre que celui de personne domiciliée, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de cette même loi, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale,
ou s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Considérant que par la résolution 2017-06-112, la municipalité de Notre-Dame avait adopté le vote par correspondance pour toute personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire, ou à un autre titre celui de personnes domiciliées, considérant qu'il y a eu des élections partielles en août 2022, pour lesquelles 3 postes étaient vacants et qui ont suscité peu de participation en termes de vote par correspondance, considérant les élections partielles à venir en mai 2024, pour lequel un seul poste est vacant. Alors, il est proposé, résolu, de résilier le vote par correspondance pour le scrutin, qui va avoir lieu le 12 mai, en vue de combler le poste de conseiller au siège numéro 2. Il est à noter que ce vote par correspondance pourra être réinstauré par décision du Conseil lors de toute élection ultérieure. D'ailleurs, les conseillers ont déjà décidé que le vote serait réinstauré suite aux élections partielles, donc probablement en juin. On va adopter la résolution pour permettre le vote par correspondance pour les prochaines élections générales. Et ce qu'on vient dire ici, c'est que pour les élections partielles, seules les personnes qui vont se déplacer physiquement pour voter participeront au vote. Ça prendra donc un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Moi déjà? Oui. On est rendu à 1.10. Mandat Morancy Société d'avocats pour la réclamation du 10 novembre 2023 du propriétaire du lot 5 724 556. Donc, considérant que ouvert le 30 août 2023, l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité a constaté que des travaux étaient en cours sur le lot 5 724 556. Considérant qu'un arrêt de travaux était émis par l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité le même jour, considérant qu'une mise en demeure a été signifiée au propriétaire du lot le 13 octobre 2023, sommant le propriétaire de procéder à la démolition des constructions réalisées, considérant qu'un avis de réclamation selon l'article 1112.1 du Code municipal du Québec, rédigé par les avocats du propriétaire du lot, a été reçu par la municipalité le 10 novembre 2023, considérant qu'après analyse du dossier par les avocats de la municipalité, il a été recommandé d'aviser les assureurs de la municipalité, eu égard à cet avis de réclamation de novembre 2023, considérant que la demande en justice portant le numéro 410-17-0022-10-248 a été signifiée à la municipalité le 4 mars 2024, considérant que les parties souhaitent entamer des discussions de règlement à l'amiable dans ce dossier et ainsi éviter une audition dans le dossier judiciaire pris contre la municipalité. En conséquence, il est proposé et résolu de mandater la firme Morancy, société d'avocats, nos procureurs, pour la représenter dans le cadre des discussions de règlement à l'amiable ou toute autre démarche et intervention dans le dossier judiciaire portant le numéro 410-17-0022-10-248, qui est relatif à l'avis de réclamation reçu en novembre 2023 et à la mise en demeure envoyée en octobre 2023. Ça prendra donc un proposant. Madame Sylvie Watt. C'était qui, Madame Bourré, excusez? Madame Ginette Bourré. Moi déjà? Oui. Merci. Dépôt du bordereau de correspondance du mois de février. Donc, il était à l'arrière. Nous avons reçu une lettre du ministère des Transports par rapport au programme d'aide à la voirie locale. On avait fait une demande de subvention pour la réfection du ponceau de la route de la Traverse et malheureusement, cela a été refusé par manque de fonds, selon la réponse du ministère. Au niveau de la sécurité publique, il y a eu un rappel sur la transmission des déclarations des incendies. Au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il y avait plusieurs offres de services pour les municipalités. Au niveau de la MRC de Mekinac a émis une résolution qui appuie la résolution qu'on a faite pour le réseau cellulaire. Aussi, il y avait la transmission d'une résolution par eux qui réexprime qu'à partir du moment que notre schéma de couverture de risque est en bonne et due forme, il y a exonération de la responsabilité de la municipalité.
Et aussi, on nous a averti qu'il y avait fermeture du bulletin Equinac. En fait, au niveau aussi des comités organismes et citoyens, on a reçu une lettre de citoyens qui concernait le projet, le TES Canada, le DLN, qu'on a vu passer à l'université. Donc, c'était le tout pour la correspondance. On serait rendu en trésorerie, donc autorisation des dépenses du mois de février. Rendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil, il est donc proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février 2024 et d'autoriser le paiement des dépenses figurant pour un total de 353 576,40 $. Ça prendra donc un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. 2.2 Prabam. Donc, résolution du conseil municipal entérinant et confirmant la réalisation des travaux pour la reddition de compte final. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au Prabam, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, qui était de 75 000 $. Par contre, s'il est proposé et résolu que les membres du conseil entérinent et confirment la réalisation des travaux. En fait, les travaux qui avaient été faits, c'est la réfection de la fosse septique qui dessert l'aréna, le garage et la maison des jeunes. Donc, le 75 000 a été appliqué à la portion qui couvrait le garage municipal parce que cet édifice-là, lui, pouvait recevoir cette subvention-là. Donc, considérant que la municipalité confirme qu'elle a pris connaissance du guide et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités, donc la municipalité confirme qu'elle a mandaté par résolution, c'était la résolution 2023-10-186, la firme Raymond Chabot pour procéder à la reddition de compte finale dans le cadre du programme. Ça prendra donc un proposeur. Madame Ginette Bourré. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, proposition de la TEC 2019-2023, version 5. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la TEC, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres et leurs hauts fonctionnaires, employés, mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes. Attendu que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire de la programmation de travaux version 5, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère. Attendu que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation. Attendu que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à la programmation. Et attendu que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation numéro 5 comporte des coûts réalisés. Donc, pour la TEC, c'était à peu près 963 000 $ de subventions auxquelles nous avions droit. Le programme a été étiré jusqu'à la fin 2024. Donc, dans la programmation numéro 5, dans le fond, il restait à peu près 145 000 $. Donc, on est venu dire, dans la programmation 5, qu'on en a pris 40 000 pour faire le forage aux mines, le dernier forage qu'on a fait pour l'eau potable. Et donc, il restait à peu près un 100 000 $. Donc, dans cette programmation-là, on vient attribuer 40 000 à faire des travaux de réfection au niveau de la salle des loisirs. Et le 60 000 serait pour continuer à regarder au niveau de l'eau potable dans le secteur des mines. Donc, c'est les modifications qu'on est venu faire là, à cette programmation-là. Donc, on va attendre que le gouvernement approuve le tout, mais l'entièreté des sommes serait assignée. Puis, si possible, on va être capable d'en prendre une partie pour aller rehausser là, les infrastructures au niveau de la salle des loisirs aux mines. Ça prend vraiment un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion du projet de règlement 2029-409 décrétant une dépense de 286 800 et un emprunt de 286 800 pour des travaux de réfection sur divers tronçons municipaux. Ça prendra donc quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Monsieur Jean-Louis Martel. Donc, on serait rendu à 2.5, la présentation de ce projet de règlement.
Donc, c'est un règlement d'emprunt. Donc, on planifie emprunter 286 800 et pour le moment, on planifie faire des travaux de 286 800 et qui seront tous financés quand même un emprunt, à moins qu'on reçoive des subventions là, qui, pour le moment, là, ne sont pas au livre. Donc, le texte de ce projet de règlement-là nous dit, attendu que la municipalité de Notre-Dame a prévu au programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026, les travaux de voirie suivants. Donc, la réfection des trottoirs. Donc, en 2024, le MPQ va refaire la rue principale sur à peu près 1 km et la municipalité se doit de payer pour les trottoirs. Donc, eux couvrent les coûts de réhabilitation de la chaussée, mais nous, on doit payer les trottoirs. Donc, dans l'entente qui a été signée avec le MTQ, c'est quand même un montant de 96 000 $. Pour le moment, ce montant-là n'a pas bénéficié d'aucune subvention. Aussi, le deuxième projet qu'on avait, c'est la réfection du ponceau de la route de la Traverse. Donc, comme vous avez entendu tout à l'heure dans la correspondance, on n'a pas eu les sommes auxquelles on avait appliqué pour faire ce projet-là. Et on se doit de le faire parce que déjà, ça se mine. Donc, on est venu mettre ce projet-là dans ce règlement d'emprunt. Et aussi, là, il y avait certains travaux de rechargement qu'on voulait faire. Donc, on est venu boucler le tout là, avec une certaine somme pour ça. Donc, entendu qu'en vertu de l'article 1 et suivant de la loi sur les travaux municipaux, la municipalité de Notre-Dame doit, pour ordonner les travaux de construction ou d'amélioration d'une immobilisation, adopter un règlement et y pourvoir à l'appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût des travaux. Tandis que la motion du présent règlement a été donnée ce soir, en date du 14 mars, et que le présent projet de règlement y a été présenté. Attendu que ces projets requièrent une dépense de l'ordre de 286 800, attendu que les dépenses prévues au règlement d'emprunt ne sont pas subventionnées à 50 %, donc il y aura l'approbation des personnes habiles à voter si les gens se présentent là pour signer le registre. Il est donc proposé et résolu que le Conseil décrète ce qui suit. Article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions qui président à son adoption. Article 2. Ce règlement vise des travaux de réfection des trottoirs de la rue principale, la réfection d'un ponceau sur la route de la Traverse et le rechargement de divers tronçons municipaux à Notre-Dame-de-Montauban. Article 3. Le Conseil est autorisé à faire les travaux de réfection des trottoirs de la rue principale selon l'estimation du ministère des Transports, qui fait partie intégrante du règlement comme annexe A. Aussi, il est autorisé à faire la réfection d'un ponceau route de la Traverse et le rechargement sur divers tronçons municipaux. Article 4. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 286 800 pour les fins du prochain règlement incluant les taxes nettes. Donc, comment et quelles sont ces sommes-là? Donc, une somme de 96 000, telle qu'il apparaît à l'article 5.3 de l'entente qui a été préparée par le ministère des Transports. Aussi, une somme de 131 325 pour la réfection du ponceau de la route de la Traverse, conformément à l'estimé qui avait été fait par l'ingénieur de la MRC, M. Carl Jutras. Et aussi une somme d'environ 59 000 pour du rechargement sur des tronçons municipaux, conformément à l'estimé que j'ai préparé. Article 5. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 286 800 sur une période de 20 ans. Article 6. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Par exemple, un immeuble résidentiel, ça vaut 1 unité. Un logement supplémentaire, ça vaut 0,5 unités. Un terrain résidentiel, 0,5 unités. Un terrain autre que résidentiel, 1. Terrain agricole, 1. Immeuble commercial, 2. Immeuble agricole, 2. Puis immeuble industriel, 4. Pour vous donner un exemple, le règlement pour acheter les terrains du Québec, c'était 267 000 $ la dépense. Puis si vous avez vu sur votre compte de taxe, vous avez vu un montant d'à peu près 19 $. Avec une résidence pour un projet de 270 000 $, mais ça a donné à peu près 19 $ sur votre compte de taxe. Fait que probablement que ce règlement-là, s'il sera en vigueur
à plein montant, ça ressemblerait à 20-25 $ par compte de taxes pour une résidence. Donc, si c'est un logement, ce serait la moitié, mais si c'est un commerce, ce serait le double. C'est ça que ça donnerait s'il n'y a aucune subvention qui vient nous aider dans ce projet. Article 7. S'il advient que le montant de l'affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectué et dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses. Article 8. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pourront lui être versées pour le paiement d'une partie ou de la totalité des dépenses. Donc, l'emprunt final va être fonction des subventions qu'on réussira à aller chercher d'ici là. Donc, ça fait le tour du règlement. Donc, on pourrait passer à l'adoption de ce projet de règlement. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus, il est donc proposé résolu d'adopter le projet de règlement 2024-409 qui décrète une dépense de 286 800 et un emprunt de 286 800 pour des travaux de réfection sur divers tronçons municipaux. Ça prendrait un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Et parce que, comme j'ai dit dans le règlement, vu qu'il n'y a pas de subvention pour le moment, donc ce règlement est susceptible à l'approbation des personnes habilitées. Donc, vous verrez passer un avis public à cet effet, invitant les gens qui désirent signer un registre pour demander cette approbation, les dates et quand vous pouvez signer le registre. Donc, on serait rendu à la première période. Vous avez des questions de 15 minutes qui portent sur la partie qu'on vient de passer. Et comme tu rappelles encore, proche du micro, votre prénom, votre nom, une question, pas de préambule. Il n'y aura pas de préambule. Mon nom est Jean-Yves Lessard. C'est concernant le point 1.6 sur la politique de gestion des plaintes. Vous, j'avais été assez rapide dans la description. Est-ce que le plaignant va avoir la finalité de ça à la fin? Dans notre mot, s'il a fait une plainte de quelque chose, il va être au courant de ce qui s'est passé finalement avec la plainte. Dans notre mot, s'il y a eu une amende, s'il y a eu quelque chose que la ville a fait pour avertir le propriétaire ou d'autres choses, n'importe quoi. Est-ce qu'on est au courant? Parce que présentement, ce que j'ai pu comprendre, quand on fait une plainte, on ne sait plus rien après ça de ce qui se passe. Est-ce que ça va être comme ça? Bien, ça dépend de la nature des plaintes. C'est sûr que si vous faites une plainte pour des nuisances sur une propriété qui n'est pas la vôtre, l'inspecteur qui va faire le suivi, il va faire peut-être un avis d'infraction qui peut peut-être devenir un constat d'infraction, mais il n'y aura pas de suivi au plaignant par rapport au fait. Dans le fond, le plaignant ne sera pas mis au fait du contenu d'un avis ou d'un constat. Fait qu'il y a des situations où le suivi au plaignant n'a pas lieu d'être parce que ça devient un dossier de gestion en interne. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on sait que les roulottes ne sont pas permis sur le territoire en général, en tout cas dans notre coin. Je fais une plainte, mettons, pour dire qu'il n'y a pas à faire avoir sa roulotte. Si je n'ai pas de nouvelles, je peux faire une plainte à tous les jours. Bien, dans le fond, ce qu'on pourrait, le rapport d'intervention, ce qu'il va venir dire, c'est qui a géré la plainte. Fait que vous pourriez recevoir un avis qui dit, l'inspecteur, si vous faites une plainte, par exemple, de nuisance, une plainte de roulotte, vous allez recevoir un avis qui dit, oui, ça a été traité au niveau de l'inspection. Okay. Donc, l'inspecteur a fait le suivi nécessaire. Bon, on ne vous donnera pas le suivi à vous. Okay. Mais vous allez savoir que l'inspecteur est au fait de votre plainte et qu'il y a eu son intervention dans le dossier. C'est bon. Merci. 1.9, sur la résiliation du vote par correspondance. Là, c'est pour les élections partielles que je comprends. Mais pourquoi, si je passe, ça vous parle, ça vous donne beaucoup d'ouvrages ou... Ah, ok, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Ça crée une charge de travail supplémentaire. Et même quand on a appelé le directeur général des élections, c'est souvent quelque chose qu'il recommande aux municipalités. Puis surtout, on venait de vivre une élection partielle quand même en août 2022, puis il y avait eu très peu de réponses par le vote correspondance. Donc, c'est toute une gestion additionnelle. C'est comme si on tenait un scrutin autre, puis pour très peu de réponses. Dans mon dernier point, c'est le 1.10. Est-ce qu'on peut savoir le montant de la réclamation? Non. Bonjour, Nicole Ruet.
Moi, c'est sur le sujet 1.6, politique de gestion des plaintes. C'est en vigueur depuis quand le formulaire? Ben, je pense que c'est rentré peut-être en octobre ou novembre 2023. Il est en ligne sur notre site Internet depuis cet automne. OK, c'est parce que moi, à un moment donné, j'ai appelé M. le maire pour faire une plainte contre le SPA. OK? Puis j'ai jamais été informée qu'il y avait un formulaire pour faire une plainte. Puis il était supposé me donner un suivi, puis j'ai jamais eu de suivi. Bien longtemps. Ben, ça doit faire au moins 2 mois, si c'est pas plus. Fait que c'est sûr que c'est depuis que ça a été fait après que vous ayez le formulaire pour une plainte. C'est sûr qu'on va vous inviter à refaire votre plainte, c'est sûr. Là. Si vous n'avez pas eu un suivi, on va vous inviter à resoumettre votre plainte. Le formulaire est déjà en ligne. C'est le nouveau formulaire suite à l'adoption là, on va bonifier le tout. Là, mais en ce moment, il y en a un formulaire en ligne. Bon, ben parfait. Merci. Jacques Lévesque, toujours sur le point 1.10, on peut-tu avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé là, pour qu'il y ait un recours en justice? C'est-tu un propriétaire qui intente une poursuite contre la municipalité? C'est-tu la municipalité qui intente une poursuite contre le propriétaire? Ben c'est sûr, comme le texte le dit, dans le fond, la municipalité a émis un arrêt de travaux. Ensuite, il y a eu une mise en demeure pour que l'arrêt de travaux-là soit respecté. Et ensuite, la personne qui a reçu la mise en demeure a déposé une réclamation parce que cette personne-là juge qu'elle était en droit de faire des travaux. Donc maintenant, c'est un dossier judiciaire où les avocats de la municipalité et les avocats de cette personne-là vont s'asseoir ensemble pour trouver une solution à tout cela. Mais les assureurs de la municipalité sont impliqués dans le dossier. D'accord, merci. Lionel Bonhomet, toujours pour le point 1.10. La demande en justice, elle a été faite auprès de quelle instance? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est pas la municipalité qui a fait la demande en justice, c'est la personne. Donc, la personne, à travers ses avocats, a déposé une demande introductive d'instance en cour supérieure. En cour supérieure. Est-ce qu'à ce stade-là, est-ce qu'on peut obtenir des informations si on s'adresse à la cour supérieure? Est-ce qu'il y a quelque chose de public par rapport à cette demande? Je ne peux pas vous dire. Je pense que la Cour supérieure, parfois, peut sortir un calendrier des causes qui sont à venir, mais le plumitif qu'ils appellent. Là. Mais outre le plumitif, je ne pense pas que vous ayez accès à quoi que ce soit pour le moment. C'est un dossier qui est encore en cours. Merci. Alors, on continue. On serait rendu en sécurité publique. Dépôt du rapport annuel et suivi du schéma de couverture de risque. Donc, considérant que le schéma de couverture de risque en vigueur sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame de Montauban, considérant que le directeur incendie a complété le rapport annuel par rapport à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie, fait état du suivi de ce schéma. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil accepte le rapport de suivi du schéma de couverture de risque en incendie en vigueur sur le territoire de la municipalité. Et le rapport 2023 sera transmis à la MRC de Mekina qui le transmettra au ministère de la Sécurité publique. Ça prendra donc un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui, moi, d'accord? Demande de relancer le comité incendie de la MRC de Mekinac. Donc, considérant que le schéma de couverture de risque en incendie de la MRC de Mekinac est à l'étape de la révision depuis une dizaine d'années, considérant que plusieurs délais ont été causés par le ministère compromettant l'acceptation et la signature d'un schéma revisé, considérant l'action numéro 31 qui fait mention de maintenir un comité de sécurité incendie, considérant que le comité ne s'est pas réuni depuis près de 5 ans, considérant que suite à une rencontre tenue le 29 janvier dernier avec les 3 directeurs des services incendies régionaux et de la direction générale de la MRC, il a été démontré que l'urgence de réunir le comité de sécurité incendie et aussi l'urgence de le maintenir actif en se réunissant une fois par mois afin de faire le suivi du schéma, mais aussi de tous les nombreux dossiers touchant la sécurité incendie de la MRC de Mekinac.
considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables est mandataire de l'entente intermunicipale du 6e, qui regroupe les municipalités de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban qui font partie du territoire de la MRC de Mekinac. En conséquence, il a proposé et résolu de demander à la direction de la MRC de Mekinac de relancer le comité de sécurité incendie pour faire le suivi du schéma, mais aussi de tous les nombreux dossiers qui touchent la sécurité incendie de la MRC de Mekinac. Ça prendra donc un proposeur. Madame Sylvie Watt. Moi, d'accord. Donc, acceptation du rapport final dans le cadre du programme général d'assistance financière lors de sinistres par rapport à l'événement de décembre 2023, les fortes pluies qu'on a eues à la fin décembre. Donc, considérant le décret 0166-2023 qui s'applique aux sinistres réels qui sont survenus du 17 au 19 décembre 2023, considérant les dommages survenus sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame en décembre 2023, considérant que cette tempête a causé des dommages importants sur le réseau routier et les infrastructures municipales, dont, entre autres, et de manière non limitative sur les chemins suivants, donc le chemin du lac des Pins, la route de la Chute du 8, le chemin du lac des Trois-Camps et le chemin du lac Seigneur, considérant que les dommages et la réclamation totalisent un montant de 17 066,89 sous taxe en su, considérant que la municipalité de Notre-Dame désire se prévaloir de l'aide financière qui est prévue dans le décret. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil accepte le rapport final au montant de 17 066,9 taxes en su et qu'il demande au ministère de la Sécurité publique le versement de l'aide financière qui lui est due selon sa population dans le décret du gouvernement. Cette aide-là est estimée à 11 106,38 $ et qu'il soit reconnu que la somme restante sera défrayée à même le surplus accumulé non affecté. Aussi, on voulait dire que ce conseil reconnaît que pour l'événement de décembre 2022, en 2022, c'était un montant de 82 827,58 que cela avait coûté. On avait passé une résolution 2023 en novembre 2023, donc la résolution 2023-11-210, pour laquelle on a reçu une réclamation. Celle-là, on l'a reçue de 64 943,80. Mais il y a quand même une différence. Donc, la différence, on vient dire ici qu'elle va être attribuée au surplus accumulé non affecté, parce que c'est pas une dépense budgétée. Et aussi, on a vécu un autre événement en juillet 2023. C'était un montant de 109 863,19 qu'on a réclamé au MSP. Cette fois-ci, c'était la résolution 2023-11-211. Là aussi, on a demandé une aide financière de 89 983,91. Celle-là, on ne l'a pas encore reçue. Mais ici aussi, il va falloir combler la différence entre les deux. Donc, ici aussi, on déclare que cette somme manquante va être prise à même le surplus accumulé non affecté, puisque ce n'était pas budgété. Donc, on vient conclure nos événements de la dernière année. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Oui, tout le monde d'accord? Oui. On est rendu en transport, hygiène du milieu et environnement, donc épandage et fourniture d'abat poussière. Donc, tenant compte qu'une invitation de soumission a été lancée à 2 entreprises, tenant compte qu'un seul soumissionnaire a répondu à l'invitation, il est proposé et résolu de mandater la firme Les Entreprises Bourget pour l'épandage et la fourniture d'un volume d'abat poussière d'environ 130 000 litres. Et ce sera fait au prix unitaire de 43 sous du litre pour la saison 2024. Ça prendra un proposeur. Madame Sylvie Huot. Oui, tout le monde d'accord? Au point 4.2, mandat pour une évaluation des coûts pour la mise en service du nouveau puits qui a été foré dans le secteur des mines. Donc, attendu que la FQM a mis en place un service d'ingénierie et d'infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service, attendu que la municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et ce, à ces fins. Donc, on veut utiliser les services d'ingénierie et d'expertise de la FQM, attendu qu'il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser leurs services, attendu l'offre de services reçue de la FQM dans le cadre de notre projet. Donc, c'est un projet d'évaluation préliminaire des coûts pour la mise en service d'un nouveau puits de captage. Ce qui arrive, c'est qu'on a fait un forage dans le secteur des mines et l'eau a une certaine teinte jaunâtre. Donc, ce n'est pas une question de contamination. L'eau, elle n'a pas de contaminant. Au niveau de la
quantité ce sera adéquat comme puits si on fait des tests supplémentaires. Mais au niveau de la qualité, on a un problème de couleur. Donc, avant de mettre d'autres sous sur ce projet-là, on veut valider quelles sont les méthodes qui nous permettraient de traiter quelles sont les méthodes qui nous permettraient de traiter l'eau de façon à éliminer la couleur. Donc, c'est l'étude que la FQM va faire pour nous. Donc, il est donc proposé résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Donc, que le Conseil autorise la municipalité à utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et de la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements, et qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec la FQM, que M. Marcel Picard, maire, et Mme Pascale Bonnet, directrice générale, soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité l'entente qui vise la fourniture de services techniques par la FQM, et que le Conseil autorise la municipalité à utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer ce projet-là d'évaluation préliminaire des coûts pour la mise en service d'un nouveau puits de captage et de l'usine de traitement qui ira avec, et que ce conseil accepte l'offre de service est au coût de 8 000 à 10 000 taxes en dessous qui a été présenté par la FQM pour ce projet, et que Mme Pascale Bonnet, directrice générale, soit à effectuer toute formalité découlant de cette entente et de ce projet. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Ginette Bourré. Oui. Tout le monde est d'accord? Validation des débitmètres au point 4.3. Donc, considérant les exigences en lien avec la stratégie municipale d'économie d'eau potable, en conséquence, il est proposé et résolu de mandater CWA pour valider les débitmètres aux stations de pompage des Anges et des Mines. Et ça, ce sera fait au coût de 1 600 $ taxes en su, tel que décrit sur leur soumission. Je prendrai un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Tout le monde est d'accord? Aussi, au point 4.4, je déclare que c'est le dépôt des déclarations des prélèvements d'eau 2023. Donc, pour chaque station de pompage, on dépose au ministère les montants totaux qui ont été prélevés dans chacune des installations. Donc, ça a été fait. Et au point 4.5, dépôt des bilans de la qualité d'eau. Donc, c'est aussi une exigence du ministère. Donc, les formulaires ont été déposés tels que demandés. On est rendu à 4.6, plan et devis pont du lac 3000. Donc, considérant que suite aux fortes pluies de juillet 2023, il y a lieu de procéder à la réfection du pont du lac 3000. Considérant que pour ce faire, suite au calcul de débit, on a donné une résolution pour ce calcul-là, il y a lieu de procéder maintenant à la conception des plans et devis et aussi de lancer un appel d'offres public. En conséquence, il a proposé et résolu de mandater la firme Larocque Cournoyer, qui est représentée par M. Tom Cournoyer, pour procéder à la conception des plans et devis, de même qu'à la gestion de l'appel d'offres public dans le dossier de la réfection du pont du lac 3000. Ce mandat sera exécuté pour un montant d'environ 8 000 $ taxes en su. Puis, on va attribuer cette dépense en tout ou en partie à des subventions potentielles comme le PAV, le PADF et ou un programme de restauration des traverses des cours d'eau. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir des plans de vie en 2024 et peut-être les travaux iraient en 2025 si on est à la recherche de subventions là, pour nous aider là-dedans. Ça prendra donc un proposeur. Juste une question. Est-ce que le dossier a été envoyé au PADF? Non, pas encore. Parce que pour le moment, on faisait juste adopter la résolution pour les plans de vie, mais on n'a pas encore envoyé au PADF. Parce qu'avec ça, vous allez avoir toutes les documents qui ont été envoyés au PADF. Puis, on veut aussi profiter du programme de restauration des travaux des cours d'eau, si possible. Oui. C'est parce que souvent, avec PADF, on réussit à avoir quand même un bon montant. Oui. C'est sûr qu'on va essayer d'optimiser les sommes. Ça prendra donc un proposeur. Ah, M. Jean-Louis Martel. Moi, d'accord? On s'était rendu en aménagement et urbanisme, mise en valeur du territoire. Donc, avis de motion du projet de règlement 2024-347-07 qui modifie le règlement de zonage afin de modifier les dimensions minimales d'un bâtiment principal sur tout le territoire, de modifier la superficie d'un bâtiment accessoire. Là, je dois vous avouer que le titre est tronqué, hein, parce que le grand titre, il est plus long aussi là, sur le règlement. C'est notre logiciel, il y a un caractère maximum dans les titres, fait que c'est pas voulu que ce soit tronqué, là.
Et je vais vous lire le titre complet. Donc, on disait qu'on va modifier les dimensions minimales d'un bâtiment principal sur tout le territoire. On va modifier la superficie d'un bâtiment accessoire, ajouter des définitions et retirer des usages en zone 29 VB et 30 VB. Ça prendrait donc quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Madame Guillen. Madame Guylaine Gauthier, alors. Tout le monde d'accord? Donc, présentation et adoption du premier projet du règlement 2024-347-07 qui modifie le règlement de zonage 347 afin de modifier les dimensions minimales d'un bâtiment, la superficie du bâtiment accessoire, ajouter des définitions et retirer des usages en zone 29 VB et 30 VB. Donc, vous en avez copie à l'arrière. Donc, attendu que la municipalité on en avait fait un peu moins, là, fait que si jamais, peut-être partager avec quelqu'un d'autre si... Ça serait possible de les avoir par Internet directement, et toutes les affaires. On peut sur l'article qu'on lit dans des questions. Oui, mais il y a une consultation publique, là. C'est ça, dans ce règlement-là, c'est un règlement. Quand on vient modifier le règlement de zonage, la procédure est beaucoup plus longue que dans d'autres règlements. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion, le dépôt, la présentation du premier projet, mais il y aura consultation publique à la prochaine séance. Donc là, vous aurez le temps d'en prendre connaissance et de revenir avec vos questions. Donc, on commence, attendu que la municipalité a adopté le règlement de zonage 347 en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'en vertu de cette loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage et que ce règlement a déjà fait l'objet de 6 réformes. Donc, on a changé par la réforme 1 ce qui concernait la zone 48. Si je me rappelle bien, c'est la zone publique ici. La réforme 2, c'était pour modifier la définition de rive pour le lac Bougeon. La réforme 3, c'était la rive pour le lac Brûlé. La réforme 4, c'était ce qui concernait les normes particulières relatives aux cantonneurs. La réforme 5, on avait modifié la zone 34F. Et la réforme 6, dans le fond, c'est celle qui est venue régir les usages de résidence de tourisme. Donc, on est à la réforme 7 ce soir. Attendu que le Conseil désire apporter des modifications au règlement de zonage 347 afin de modifier les dimensions minimales d'un bâtiment sur tout le territoire, d'un bâtiment principal, modifier aussi la superficie d'un bâtiment accessoire sur tout le territoire et ajouter des définitions et retirer des usages en zone 29 VB et 30 VB. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire de ce soir et qu'un premier projet de règlement y est présenté. En conséquence, il est proposé résolu. Donc, voici le détail de ce règlement. Donc, article 1, le titre de règlement qui est très long, comme on l'a lu à plusieurs reprises. Donc, il vient modifier le règlement de zonage 347 afin de modifier les dimensions minimales d'un bâtiment principal sur tout le territoire. Il vient modifier la superficie d'un bâtiment accessoire. Il vient ajouter des définitions et il vient retirer des usages en zone 29 VB et 30 VB. Article 2, préambule. Le préambule du présent règlement en partie intégrante. Article 3, but du règlement. Le présent règlement vise à modifier la dimension minimale d'un bâtiment principal sur tout le territoire ainsi qu'à modifier la grille des spécifications en conséquence. Il vient modifier la superficie d'un bâtiment accessoire, ajouter les définitions de bâtiments annexés et de logements intergénérationnels et retirer les usages de culture et élevage dans les zones 29 VB et 30 VB. Article 4, modification de la grille des spécifications. La grille des spécifications est modifiée de la façon suivante. Dans les normes relatives au bâtiment, les dimensions minimales du bâtiment principal vont maintenant être de 37 mètres carrés. Avant, on avait parfois du 26, parfois du 53. 37 mètres carrés, ce que ça a l'air, c'est 400 pieds carrés. Donc, c'est du 20 par 20. Avant, on avait en résidentiel souvent du 53 mètres carrés, c'était du 24 par 24. Donc, on vient abaisser la dimension minimale maintenant à du 37 mètres carrés sur tout le territoire. Donc, 20 par 20. Aussi, dans les normes, on vient retirer de la culture et l'élevage dans les zones 29 VB et 30 VB. En fait, quand le règlement de zonage initial avait été adopté,
il devait y avoir de la culture. Mais ces zones-là sont en bordure de la rivière Vatican. Il n'y a plus de culture maintenant, sauf qu'on vient enlever l'usage, vu que cela n'est plus tout à fait pertinent. Article 5, modification de l'article 8.1, dimension du bâtiment principal. Donc, à moins d'indications contraires à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes. Donc, une superficie minimale au sol de 37 mètres carrés et une longueur minimale de la façade avant de 5 mètres. Avant, c'était 7 mètres. Modification maintenant à l'article 6 de l'article 9.2 par rapport aux dimensions des bâtiments complémentaires. Donc, maintenant, après le premier paragraphe, ce qu'on va retrouver, c'est en premier, le total de la superficie au sol des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 135 mètres carrés ni dépasser 20% de la superficie totale du terrain lorsqu'il s'agit de bâtiments complémentaires à un usage résidentiel ou commercial. Ça peut changer. Mais on rajoute un « et ». La dimension d'un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 150% de la superficie d'implantation du bâtiment principal. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a abaissé la dimension du bâtiment principal, mais on permet quand même que le garage, par exemple, soit un peu plus gros que la maison qui est 20 par là. Article 7, ajout de définition. Donc, il manquait 2 définitions dans notre règlement de zonage. Il y avait la définition d'un bâtiment annexé. Donc, c'est un bâtiment secondaire qui est lié au bâtiment principal par un mur sur une longueur au moins égale à 50% du mur du bâtiment secondaire le plus long, ou par le prolongement du toit du bâtiment principal sur une longueur au moins égale à 50% de la paroi la plus longue du toit du bâtiment secondaire. Donc, cette définition-là, elle était manquante dans notre règlement, mais c'est la même qui est partout sur le règlement dans le schéma pour la MSN déclinante. Donc, nous, on est juste venu l'ajouter parce qu'on ne l'avait pas dans notre règlement. Puis, on est venu aussi ajouter l'autre définition qu'on n'avait pas. On avait le mot, mais sans avoir la définition. C'est logement intergénérationnel. Donc, c'est un logement additionnel qui est distinct du logement principal, ayant une ou plusieurs pièces comptant des installations d'hygiène, de chauffage et de cuisson, et servant de domicile à une ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait avec l'occupant du logement principal. La personne qui exploite le logement additionnel doit avoir son domicile principal dans le même bâtiment. Donc, ça fait le tour de ce règlement, ce premier projet de règlement de zonage. Donc, ça prendrait un proposeur pour son adoption. Madame Sylvie Huot. C'est bon, d'accord? On serait rendu à la demande d'usage conditionnel. Donc, on a reçu une demande d'usage conditionnel pour le 160 route Rousseau. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui avaient un intérêt ou une question quelconque sur ce projet-là. Donc, c'est des gens qui veulent faire l'usage de résidence de tourisme sur leur propriété. Donc, ils ont déposé une demande d'usage conditionnel. Il n'y avait pas de particularité ou autre lors de l'analyse de ce dossier-là. On pourrait passer, à moins que quelqu'un ait quelque chose pour l'audition. Lionel Bolloré, question simple. Est-ce qu'on peut avoir l'avis du... Est-ce que vous allez nous le dire, l'avis du CCU, ou est-ce qu'on peut le demander? Oui, à 5.4, dans le fond, ça va être mentionné. Là, c'était juste l'audition. Oui. De par la loi, on doit avoir une audition avant d'adopter l'usage. Donc, au niveau de l'audition, parfois on peut avoir des spécificités à dire, mais là, j'en avais pas ce soir. Le dossier était... C'est juste le... c'est 160 route Rousseau. C'est en haut de la côte, donc on s'en va à Rousseau. Dessous de la côte, on va pas ici. En haut de 5? Ouais, L'intersection de la rue des Gravettes. OK. Alors, on va y aller s'il n'y a pas d'autres commentaires pour l'audition. On va aller en 5.4. Donc, demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 622. Donc, tenant compte que le lot 5 724 622 fait l'objet d'une demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans la zone 40 BB, donc l'adresse civique le 160 route Rousseau, considérant que les critères d'évaluation sont respectés, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été affiché tel que requis par le règlement 2023-399. En conséquence, il est proposé résolu
Par rapport à cette demande d'usage conditionnel-là pour une résidence de tourisme, je vais juste spécifier les conditions qui ont été retenues et ensuite je laisserai les élus voter. Donc, la condition, c'est que le nombre total d'usagers pouvant louer l'immeuble lors d'un même séjour, excluant les invités qui ne séjournent pas au moins une nuit dans l'établissement d'hébergement. Donc, la condition, c'est qu'il ne faut pas que le nombre d'usagers excède la capacité de l'installation septique qui dessert le bâtiment. Donc, on dit c'est 6 personnes maximum, en considérant un ratio de 2 usagers par chambre à coucher. Et aussi, si les élus décident d'accepter la résolution, donc on va autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer, si tel est le cas, le certificat d'autorisation d'un usage conditionnel. Et ce serait sous des conditions là, prévues à la réglementation d'urbanisme. Et aussi toutes les conditions qui sont imposées dans la résolution du Conseil. Donc, la seule qui est imposée à date, c'est qu'il n'y ait pas plus que 6 personnes, dont 2 par chambre. Puis aussi que tous les engagements, parce qu'on a des formulaires à compléter, que tous les engagements soient remplis. Donc, à partir du moment que le propriétaire aura rempli tous les engagements, on sera en mesure de l'aviser qu'il pourra faire l'usage conditionnel. Donc, je vais demander aux élus un proposeur, puis ensuite ils pourront voter. Monsieur Jean-Louis Martin? On est d'accord? C'est bon. Donc, la demande d'usage conditionnel est accordée. On serait rendu à la misériculture, santé et bien-être. Donc, 6.1, nomination du représentant de l'Office municipal d'habitation. Donc, considérant qu'il faut nommer un représentant municipal à l'Office municipal d'habitation de Notre-Dame de Montauban. Considérant qu'à des fins de continuité, il y a lieu que ce représentant soit un employé. Donc, jusqu'à maintenant, c'était un élu, c'était Mme Bourré qui a agi, mais à des fins de continuité, puis tenant compte qu'il y a quand même des gros projets qui s'en viennent avec l'EMH, donc il a été recommandé qu'on aille peut-être avec un employé. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil nomme Mme Joëlle Bodeboncoeur-Harrison comme représentante municipale à l'Office municipal d'habitation de Notre-Dame. Donc, ça prendrait un proposeur. Oh. Mme Guylaine Gauthier. On est d'accord? Demande d'aide financière et infrastructure de NDA Jam. Donc, considérant que le NDA Jam a transmis une demande d'aide financière et d'infrastructure pour son édition, qui va être le 10 et 11 août 2026, c'est la 16e édition. 2024, excusez. Hey, je suis rendu loin. OK, 10 et 11 août 2024, c'est la 16e édition. Considérant que le NDA Jam a aussi transmis une demande d'emprunt de gradins, considérant que la municipalité aimerait que les produits locaux et l'achat local soient mis de l'avant durant cet événement. En conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil accepte de verser l'aide financière qui a été budgétée, c'était 4 000 au NDA Jam, selon les modalités suivantes. Donc, 2 000 seraient payés avant le début de l'événement et 2 000 seraient payés après la fin de l'événement, sur preuve d'une majorité d'achats local, et si et seulement si l'ensemble des sites et des bâtiments ont été remis en état à la satisfaction de la municipalité dans les 2 semaines qui suivent la fin de l'événement. Aussi, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame autorise le NDA Jam à utiliser le terrain des loisirs, le terrain au pied de la montagne, une partie de la montagne, le terrain derrière la caserne pour le camping, l'agora, l'aréna, patinoire et chambre, le garage, le terrain d'éco-centre qui sera fermé lors de l'événement et le centre municipal pour le comité. Il est aussi résolu que la municipalité de Notre-Dame autorise de fermer la rue du Puy ainsi qu'une partie de la rue de la Montagne en laissant l'accès libre à la caserne en cas d'urgence. Et que la municipalité de Notre-Dame autorise le NDA Jam à dévier le sentier de VTT pour la fin de semaine de l'activité. Les VTT auront le droit de circuler sur la rue principale et l'avenue des loisirs avec l'autorisation du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Autorisation que le NDA Jam s'engage à aller chercher et que la municipalité de Notre-Dame prête également gratuitement une chambre pour une nuitée pour hébergement des artistes à la salle des loisirs. Et enfin, que la municipalité de Notre-Dame s'engage à emprunter pour la durée de l'événement des gradins à la MRC de Maquina. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui. On est d'accord? Oui. Autorisation de dépôt de candidature pour la municipalité Amis des aînés. Donc,
Considérant la courbe démographique vieillissante de la population de Notre-Dame de Montauban et les enjeux du vieillissement actif de la population, considérant que la municipalité souhaite offrir un milieu de vie adapté à ses citoyens du 3e et 4e âge, considérant la volonté manifestée par la municipalité de Notre-Dame pour devenir municipalité amie des aînés et sa volonté de débuter le processus d'accréditation, en conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser et d'approuver la formation d'un comité et de confirmer que Mme Martine Frenette et José Obom-Sawin, Mme Martine Frenette, conseillère, et Mme José Obom-Sawin, coordonnatrice au loisir, vont être les porteurs du dossier mandat pour la municipalité de Notre-Dame. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Huot, Mme Sylvie Huot. tout le monde est d'accord? Oui. Et je vous confirme que la population vieillit, parce que je suis rendu un aîné depuis que je suis là. On va être trop par l'époque. 6.4, dépôt du projet dans le cadre du mois de l'arbre. Donc, en considérant que dans le cadre du projet mois de l'arbre et des forêts 2024, il y aura distribution gratuite des plants d'arbres, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame mette en œuvre le projet de distribution d'arbres lors du mois de l'arbre et des forêts 2024. Ça prendra donc un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui. Tout le monde est d'accord? Donc, vous suivrez là, sur les réseaux sociaux, on va publier là, le jour de la distribution ce qui va se passer. 6.5, date de fermeture de l'aréna. Donc, ce serait le 7 avril 2024. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. La journée nationale de promotion, donc c'est le 13 mars, donc c'est égal, mais on tenait quand même à souligner cet événement-là. Donc, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale s'étaient prononcés en faveur de faire en sorte que le 13 mars soit reconnu comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée de leur campagne annuelle, qui s'appelle « S'accepter, c'est être soi-même ensemble », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisent le renforcement de la santé mentale de la population, et ça, c'est offert tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame proclame le 13 mars la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Prenons donc un proposeur. Madame Ginette Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, 6.7, demande d'aide financière au Fonds culturel de Culture Mépinac pour le projet Mosaïque à la bibliothèque. Donc, tenant compte que la municipalité de Notre-Dame désire soumettre un projet d'aide financière au Fonds culturel de Culture Mépinac pour le projet Mosaïque à la bibliothèque, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame appuie la demande d'aide financière qui était d'un montant de 200 $ au Fonds culturel de Culture Mépinac pour le projet Mosaïque à la bibliothèque qui a été préparé par Mme Denise Villemeux, bibliothécaire. Ça prendra donc un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel? Oui, tout le monde est d'accord? Le projet Mosaïque, je pense que c'est un tricot. Et je pense que la première activité va avoir lieu cette semaine. Donc, et je pense qu'il y aurait déjà 12 inscriptions, donc peut-être le groupe est déjà plein, mais je vous invite à suivre les activités là, au niveau de la bibliothèque. Il y a maintenant là, des activités qui sont mises en place là, de façon plus régulière. Il y a toujours le Scrabble et diverses autres activités, mais il y a de nouvelles activités qui s'ajoutent. 6.8, appui à la demande du Cercle des fermières des Anges dans le cadre du fonds régional, le volet 4, pour le projet rayonnement renouvelé. Donc, tenant compte que le Cercle des fermières des Anges a déposé une demande d'aide financière au volet 4 pour le projet rayonnement renouvelé, il est donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame appuie la demande d'aide financière déposée au volet 4 pour le projet rayonnement renouvelé pour le Cercle des fermières des Anges. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais ah, de Notre-Dame des Anges. Merci pour la
la correction. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais dans le fond, le cercle des fermières va déménager. Ils étaient au sous-sol du bureau municipal. Ils s'en vont maintenant à l'ancienne caisse, au 412 rue principale. Donc, le déménagement est en cours. Nous, ça va permettre au niveau du bureau d'avoir un peu plus d'espace. Et pour eux, ça va leur donner un local qui est plein plancher, qui est éclairé. Donc, dans ce projet-là, je pense qu'entre autres, ils vont aller chercher là, de mettre un peu de publicité, là, parce qu'on voit des grandes affiches dans les villes, donc ils vont pouvoir là, faire un affichage qui est cohérent avec leurs besoins. Puis ils avaient là, d'autres, je pense qu'ils vont mettre aussi là, des persiennes dans les villes, des choses comme ça. Donc, le projet va leur permettre de mieux s'installer dans leurs nouveaux locaux. Ils sont contents. Oui, je pense que ça va être un beau local. Donc, ça prendra un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Et en 7.1.1, dans le variant, on a rajouté un dernier point cet après-midi. Donc, on est à même de signer l'achat des terrains avec Hydro-Québec. Ça va se passer la semaine prochaine. Et il semble, dans la résolution qu'on avait, la première résolution qu'on avait quand même adoptée en 2022 au mois d'août, on parlait d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'offre d'achat, mais on n'avait pas mentionné l'autorisation de signer l'acte de vente. Donc, on vient préciser ici, là, avec cette résolution-là, qu'on a la permission de signer l'acte de vente. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame avait adopté la résolution 2022-08-138 qui autorisait la signature de l'offre d'achat avec Hydro-Québec pour l'ensemble de leurs terrains. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise M. Picard et Mme Bonin à signer l'acte de vente des terrains en question, donc il y a 6 lots, sous les conditions qui sont énoncées dans l'offre, qui portaient les numéros de transaction 1402-022, 380180, et que le Conseil mandate Maître Myriam Anna, notaire, pour agir en son nom dans cette transaction. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Oui, tout le monde est d'accord? Et les terrains du Québec, c'est le parc des Jeux. Bon, fait. Et ce parc des Jeux-là, on a donné un des beaux parcs que les maisons. C'est sûr. Parce que il n'y a pas d'autres chutes ailleurs. Il y en a ici. Ailleurs, c'est des petites chutes, on ne pas d'autres. Mais ça va devenir très, très. Ça va devenir très, très. Il va y avoir de monde qui va aller là, d'après moi. Et ça va être un beau parc parce qu'il y a beaucoup de subventions disponibles dans ces genres d'activités pour faire des parcs. Donc, on est plutôt fiers. Puis je sais que la population va être aussi, va participer à ça, là-dedans, parce qu'on veut que Notre-Dame de Montauban, les citoyens participent à l'élaboration du parc. C'est comment ils veulent avoir ça. On veut aussi voir pour les aînés, que ça soit disponible pour eux, ceux qui veulent faire des activités physiques, ceux qui veulent faire des activités autres. Donc, ça va devenir extrêmement intéressant. Donc, point d'information du maire. Ben, justement, je vais vous parler d'Hydro-Québec. Je suis allé rencontrer Hydro-Québec avec d'autres maires de la Mauricie. Je l'ai rencontré cette semaine. Puis, je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont entendu parler des éoliennes. Ça brasse dans les éoliennes un peu partout dans les municipalités, dans d'autres sites. Là. Mais Notre-Dame de Montauban n'est pas du tout touchée parce qu'on n'a pas de ligne de transport aussi. Il y en a une qui passe à Rivière-à-Bière. C'est un bon bout. Puis il y en a un autre qui passe à Lac-aux-Sorts puis Saint-Hubert. C'est un bon bout aussi. Ça fait que pour l'instant, Hydro-Québec regarde pas ça ici, Notre-Dame de Montauban. Moi, ça fait que de mon affaire, parce que, dans le fond, on voit des éoliennes de partout, peut-être pas, mais par contre, comme on dit, ces montagnes, ça va être Winner, ça va être Gagnon, mais alentour du village, ça sera pas tellement une bonne idée à mon avis. Puis, j'en ai profité pour parler de la Vatican, parce qu'il y a beaucoup de monde, j'ai remarqué ça, le dossier, parce que Hydro-Québec a besoin de plus en plus d'électricité. S'il en manque, il va en avoir de plus en plus. Puis il y a du monde, c'est un site qui parle encore du barrage sur la Vatican. On va vérifier avec les autres, c'est top là-bas, Hydro-Québec. C'est pas dans les cartons présentement Hydro-Québec. Hydro-Québec, ils sont plus, de ce temps-ci, sont très solaires.
Ils veulent développer le solaire, ils veulent développer l'éolien, ou ce que c'est qu'il y a du vent. Et c'est pas ça nécessairement. Ils veulent diminuer, ils veulent que les citoyens diminuent de beaucoup leur consommation. Il y a plein de trucs là-dessus, ils vont passer l'attaque là-dessus pour sensibiliser les gens. Donc, c'est à peu près ça, mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que le Vatican, c'est pas dans leur plan. Ils veulent plutôt faire un gros barrage à la Basse-Côte-Nord, développer le solaire et l'éolien. Ensuite de ça, l'autre jour, il y a eu une petite tempête de neige quand même. Fait que quand je me suis levé le matin, je me dit, tiens, ça recommence. Les arbres étaient cassés partout encore une fois. Il y avait manqué de courant. Hein, c'est pas vrai. Fait que là, avec Mme Botte-Boncoeur et Sylvain Perron, on a regardé ça tout de suite. On voulait peut-être activer le plan municipal de sécurité civile, mais Sylvain nous a dit que c'était correct, ça allait bien. Le chemin est ouvert, les manquait de courant, mais Hydro-Québec, on avait fait des plaintes à Hydro-Québec parce que la dernière fois, là, ils disaient tout le temps ça va revenir vers 11h à soir. Là, ils disaient que Hydro-Québec, c'est fait tout ça. Là. Ça donne rien. Dites-moi qu'il va revenir dans une semaine. Mais pas. Tu sais, il aurait dû dire ça, ça va revenir dans une semaine. Donc, on l'a reçu, tu sais. Les habitants, ça va revenir ce soir, on est demain matin, puis c'était fatiguant. Fait que là, à cette heure, j'ai remarqué ça, la dernière tempête qu'il y a eu, c'était précis. C'était assez précis, même qu'ils disaient que c'était pour venir, mettons, en soirée, puis ça revenait dans l'après-midi. Fait que c'était pas mal mieux. Oui, c'était pas mal mieux. Puis j'en ai discuté avec eux autres de ça, là, quand je les ai rencontrés cette semaine, puis ils ont compris. Donc, puis aussi, donc le plan municipal de sécurité civile, on ne l'a pas activé parce que tout était sous contrôle. Troisièmement, il y a je vois avec Hydro-Québec, puis une grosse partie des problèmes que quand le courant coupe, c'est les arbres qui tombent sur les lignes. Puis je discutais avec eux autres là-bas, j'ai dit Notre-Dame-de-Montauban, c'est plein d'arbres, c'est forestier. C'est pas très agricole, c'est très forestier. Fait que quelqu'un qui neige puis vente, ça tombe sur les fils. Fait que cette année, en 24, ils vont faire de l'émondage, hein, partout sur le territoire ici. Puis la madame là-bas me demandait si c'était possible de faire des partenariats avec les citoyens, ceux qui sont bons évidemment avec les mécaniques. Là. Puis des différentes petites compagnies d'émondage ici, ou même les citoyens qui veulent participer. Là. Je dis ouais. On va regarder ça avec les citoyens, si c'est possible. Donc, c'est à peu près cela. Oui, c'est tout. Donc, on serait rendu à la période de questions. On va être 30 minutes. Et encore une fois, proche du micro, non, pas de préambule, questions aux dernières réponses. Et s'il vous plaît, gardez je le dis, je sais que vous êtes correct, là, mais politesse, respect, puis sauver la vie. Non, je dis ça parce que le gouvernement du Québec, il investit 2 millions de dollars pour aider à soigner les élus. 2 millions de dollars. Non, c'est vrai. On a vu ça à la télévision, tout ça, c'est pas rien. Et moi, plutôt que de faire soigner les élus avec du Québec, je vous dis de respecter les gens, ça va être parfait. OK, allons-y. Bonjour, mon nom est Daniel Gendron. Oui. Ce serait concernant le puits que vous parlez pour les mines. Oui. Est-ce qu'il va être creusé cette année, ce puits-là? En fait, le puits a été creusé déjà à l'automne. Des prélèvements d'eau ont été pris. Comme je disais tout à l'heure, la quantité s'est avérée suffisante avec les tests préliminaires. Au niveau de la qualité, il n'y avait pas de contaminants, donc on n'a pas de manganèse, on n'a pas de fer. Toutefois, il y avait un problème de couleur, donc l'eau est jaune. Puis c'est pas une turbidité, donc c'est dû à du tanin. Dans le fond, la couche qui a été atteinte là, lors du forage là, comporte du tanin, donc de la matière décomposée qui ont teinté l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on fait un appel d'offres avec la FQM pour qu'eux viennent nous proposer. Donc, eux vont faire un estimé préliminaire. Ça aurait l'air de quoi une station de traitement de cette eau-là, puis ça coûterait combien mettre ça en fonction? Quand les élus vont recevoir ça, ils vont regarder ça versus est-ce qu'on essaie de faire un nouveau puits ailleurs et ne pas attraper cette eau-là jaune.
Donc, ça va être la discussion, là, suivant cet estimé-là préliminaire là, de FQM, on va pouvoir mieux s'enligner, là, qu'est-ce qu'on fait pour une source. OK. Ça veut dire que l'eau qu'on a présentement, c'est encore la même eau Oui, qui Ouais. était, je vais dire, proche du lac. oui, vous avez le puits de surface, qui est toujours fonctionnel. Ce puits-là, ce n'était pas un puits de surface, il est plus en profondeur. Donc, OK. il se Mais rendait. cette eau-là, là, que vous creusez un nouveau puits, là, l'eau présentement qu'on a dans nos champlures, là, es-tu bonne à boire? Oui, il est bon à boire, pas trop. Oui, il n'y a pas de Oui. danger de tomber malade Le- avec ça, là? Non. Il n'y a aucun problème. Parfois, il y a eu un peu de manganèse. En ce moment, le manganèse, la préoccupation pour les enfants d'en bas d'1 an. Donc, c'est pour ça qu'on a envoyé encore récemment un avis de la santé publique qui dit que si vous avez un enfant en bas d'1 an ou si vous avez de la visite qui ont des enfants en bas d'1 an, de donner de l'eau en bouteille. Puis c'est pour ça que les gens qui ont des enfants en bas d'1 an, nous, on distribue de l'eau embouteillée pour ça. Mais à part pour un enfant en bas d'1 an, il n'y a aucun problème avec l'eau que vous avez en ce moment. OK, parce que moi, j'ai pas de l'eau en bouteille. J'y touche pas à cette eau-là. OK. Ben, il n'y a aucun problème de la boire, là. Elle est testée. Pas dans mon état de santé, en tout cas, je veux pas OK. avoir. C'est bon. Mais je vous confirme qu'elle est adéquate. Elle est testée selon les règles du Alors, ministère de pourquoi faire l'Environnement. une puits d'abord? Ben, c'est parce que c'est un puits qui demeure sensible, OK? Puis la problématique qu'on a en ce moment, c'est qu'on chlore l'eau du puits, mais on n'est pas en mesure de faire la chloration qui permet de donner les standards demandés par le ministère. Donc, c'est comme une chloration préventive, mais le ministère veut que ce soit une chloration chiffrée. Donc, on soit toujours en mesure à chaque point. Le réseau a pas, la station de pompage n'a pas été faite, conçue pour avoir un système de chloration qui rencontre les normes du ministère. Donc, tant qu'à faire une nouvelle usine de chloration-là, on est aussi bien de faire un nouveau puits et d'aller chercher une eau en profondeur qui, elle, ne sera pas sensible à quoi que ce soit. OK, merci beaucoup. Jean Févin. J'ai compris tout à l'heure concernant le terrain Hydro-Québec que la municipalité a acheté. Donc, vous étiez mandaté pour signer l'achat. Et j'ai compris par après qu'il y avait 5 terrains à vendre. Vous seriez mandaté pour vendre les terrains. Non, il y avait 6 lots qui sont inclus dans cet achat-là. OK, mais ces lots-là ne seront pas à vendre. Non. Là, on fait un parc avec ça. Jean-Yves Lessard. C'est concernant le changement des dimensions minimales au point 5.1. C'est quoi le pourquoi vous faites ça? Y a-t-il des demandes externes? Ou... Ben, en fait, c'est que quand on regarde au Québec, là, la tendance est aux maisons plus petites. Les mini-maisons qu'on appelle. Là. Moi, c'est pas nécessairement des mini-maisons, c'est comme des maisons plus éco-responsables. Hydro-Québec nous en parlait justement cette semaine que la population du Québec, jeunes ou plus vieux, veulent avoir vraiment des maisons modernes, là, avec le ILO, qui s'appelle, je pense. Oui, c'est ça, Hydro-Québec, Hydro-Énergie. Ah oui, vraiment, c'est super capoté. Là, puis des panneaux solaires, puis la géothermique, toute la patente. Ils veulent avoir des maisons qui sont beaucoup moins énergivores, mais surtout qui demandent moins de matériaux. C'est beaucoup quand même les matériaux. Là. Quand tu baisses là, de 53 à 37, tu as beaucoup moins de matériaux. Puis beaucoup moins de matériaux, ben, c'est moins de stock qui est produit. Moins de stock qui est produit, ben, c'est moins de pollution. Fait qu'on s'amène vers ça. Ça se fait un peu partout dans le monde. Puis au Canada, mais ici, au Québec, ça commence. Puis naturellement, autrement, on se dit, on va embarquer là-dedans. Est-ce que ce changement va être rétroactif pour ceux qui ont été refusés pour des dérogations mineures l'an passé? Ben, dans le fond, quand le règlement va être en vigueur, c'est pas encore fait, il y a plusieurs étapes. Là, on va avoir une consultation, on va avoir une adoption de deuxième projet par approbation référendaire, tenue d'un registre et ensuite adoption finale. Ensuite, ça doit être approuvé par la MRC. Donc, une fois que le règlement serait en vigueur, toute personne qui ferait une demande et que sa demande rencontrerait, là, aurait une dimension minimale de 37 mètres carrés, pourrait être acceptée. Okay. Merci. Est-ce que
peux rajouter quelque chose? C'est que aussi, il disait, il y avait des statistiques là, présentement. Prenez le micro, s'il vous plaît, c'est tout. Parce que sur YouTube, là, vous avez un seul micro. Je ne sais pas si c'est très dispendieux pour s'équiper. Ouais, c'est ça. Ça semble. C'est ça, il y a des statistiques qui disent que les jeunes présentement de 18 à 25 ans, que ces jeunes-là n'auront pratiquement pas accès à la propriété. Si on fait pas, si on n'est pas proactif, si on ne fait rien. Là. Donc, si on permet des maisons un peu plus petites, ben, les coûts vont être moins grands. Fait que ça va peut-être permettre aux gens de cette âge-là, cette nouvelle génération-là, d'accéder à la propriété. Aussi, on a un projet d'aller chercher des micros et tout ça. C'est juste que pour le moment, on n'a pas finalisé le projet. Là, mais oui, un jour, chacun va avoir son micro. Mon nom est Normand Gagnon, de Montauban-les-Mines, mais de Quadméquinac aussi. J'ai eu vent une dérogation avait été demandée pour circuler sur la route de traverse pour un événement. Moi, je me demande, est-ce que cette dérogation-là pourrait être prolongée tant et aussi longtemps que ça ne sera pas débloqué d'un champ là-bas, c'est PTAQ. Parce que les gens qui habitent Notre-Dame ici, puis qui habitent les résidences autour des lacs, qui ont des VTT, sont menottés, ils ne peuvent pas sortir de nulle part. En fait, les élus vont en rediscuter là, justement. Là. On a déjà discuté un peu. C'est ça. On a quelque chose avec l'assurance aussi. Oui. Lionel Bonhomet, concernant le puits, le nouveau puits, j'aimerais savoir, je ne connais pas la géographie des lieux, mais est-ce que la station de pompage actuelle, elle va être réutilisée pour le nouveau puits? Est-ce que ça va prendre d'autres infrastructures pour le traitement? C'est ça, l'histoire, c'est que la station actuelle ne nous permet pas, avec sa dimension réduite, de faire la chloration de la façon que le ministère le désire. Donc, aller changer cette station-là, il est plus pertinent d'en construire une nouvelle. Donc, le nouveau puits qu'on a creusé, s'il s'avérait que la méthode de traitement pour gérer l'eau qui est jaune, là, si ce nouveau système de traitement-là, si c'était intéressant financièrement, on abandonnerait l'ancienne station. Donc, c'est les moyens d'avoir un puits qu'on puisse pomper à partir de la station actuelle, et puis qui ait une bonne couleur, ça serait la solution. Les deux puits sont à proximité l'un de l'autre quand même. Hein. Ceux qui connaissent le territoire, là, il y a le puits qui est au 1401 rue principale, puis juste à côté, dans le terrain de Dolbec, c'est là qu'on a fait le nouveau forage. La distance est quand même très faible, mais comme je vous dis, il n'y a pas lieu de préserver l'ancienne station parce que pour mettre une chloration qui respecte les temps de contrôle et tout ça, le temps de rétention et de contact qu'on appelle, il faudrait une cabane un peu plus grande. Puis tant qu'à faire la cabane plus grande, là, on intègre le système de traitement par rapport à la couleur de l'eau. Mais encore une fois, on n'a pas le coût pour ça. Puis une fois qu'on va avoir le coût, ça va permettre aux élus de décider est-ce que ça vaut la peine vraiment d'aller vers ça ou d'aller vers une eau, un autre forage pour trouver une eau qui n'aurait peut-être pas besoin d'avoir un traitement pour la couleur. Merci. Concernant le bordereau de correspondance, la lettre du TES Canada que vous avez reçue, est-ce qu'on peut en avoir connaissance? Est-ce que vous pouvez la publier? Qu'est-ce qu'elle contient? Je peux vous en faire lecture. Donc, la présente est pour vous faire part de notre grande inquiétude par rapport au processus démocratique dans l'adoption des règlements qui vont entourer l'arrivée du projet de TES Canada et de l'éventuelle implantation d'éoliennes sur notre territoire. Nous pensons que les grands projets de développement doivent passer par un consentement éclairé de la population. Nous avons vu que la MRC d'Inquinac a voté un avis de motion d'un règlement de contrôle intérimaire. Donc, M. le maire et Ryan Young, notre inspecteur municipal, font partie de l'élaboration de ce projet de règlement-là et que les maires se préparent à l'adopter lors d'une prochaine rencontre en février.
Donc, M. le maire pourra faire le suivi suite à ma lecture. Là. Nous sommes d'avis que la MRC doit consulter sa population avant de mettre de l'avant un projet de cette ampleur. Les BAP le disent et les citoyens le réclament. Il est toujours mieux de consulter dès le début du processus. Par le présent, nous demandons que chaque conseil municipal de la MRC de Mekinac recommande à cette dernière de s'engager dans la tenue d'une consultation et d'un référendum. Donc, c'était signé par plusieurs citoyens. Mais je sais que M. le maire a participé à l'élaboration de la première phase du RCI. Donc, oui, peut-être en faire mention. Quand l'histoire des éoliennes est arrivée dans le décor, mettons, notre schéma d'aménagement à MRC, il n'y avait rien sur les éoliennes. Il n'y a pas de règlement. Ça fait que donc, on a fait un RCI, un règlement de contrôle intérimaire. Ce que ça fait un règlement de contrôle intérimaire, c'est que ça fait un moratoire sur les demandes d'éoliennes. Fait qu'on a fait un règlement. On l'a revu avec tous les inspecteurs et les directeurs qui étaient dans le coin, dans Mekinac. Là, on l'a fait accepter par le ministère. Là, on est à l'étape de la consultation publique qui va avoir lieu bientôt. Je n'ai pas la date exacte, mais ça va bientôt. Et un coup de la consultation publique qui est faite, là, le règlement va être réajusté. Et ensuite, il va être intégré au chemin d'aménagement de la MRC. À ce moment-là, les municipalités peuvent refaire un règlement ou prendre le même règlement et le modifier. Fait que c'est aussi simple que ça. Parce qu'avant, on ne peut pas faire ça parce que ça n'existe pas dans le schéma. Mais étant donné que là, il existe dans le schéma de Mekinac, il va exister. Là, les municipalités peuvent reprendre le même règlement, le modifier comme ils veulent, amender des articles ou en rajouter, les mettre à sa main pour la municipalité de Notre-Dame-de-Montréal, puis on l'intègre après ça dans nos règlements. C'est à peu près ça, grosso modo. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Je vais prendre la parole de Joël. Bonjour, ça va? C'est le mois de l'arbre. Est-ce que c'est possible d'abord? Attendez un instant. juste à la parce que ça a l'air que mon enregistrement fonctionne. Ben, je ne sais pas, il y a un message. Oh, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est une petite question. C'est juste une petite question. On a manqué d'espace. J'avais pas besoin. Ça a duré trop longtemps. Ben oui, pourtant, c'est juste un don. Je vais laisser faire. On va pas laisser faire, on va prendre mon téléphone portable. Vous allez devoir être patient. On va continuer avec le téléphone portable. On est en mode d'amélioration constante. Il manque un petit Parce que si vous étiez heureux, vous allez l'être encore plus. Tout le monde regarde. Non, c'est vrai. La productrice, ça vous a arrêté. Ben oui, excusez-moi, là. On va repartir ça. Ouais, ça, tu pousses un peu sur le règlement de contrôle intérimaire. C'est un document qui est important parce que il fallait le faire là, sinon il n'y aurait pas de contrôle là-dessus. Fait que donc, le règlement est là, moratoire, et ensuite on suit les étapes jusqu'à ce que ça arrive ici dans la municipalité. Je disais que, étant donné que c'est un projet privé, que les municipalités ne peuvent pas s'opposer au projet, Là, on ne peut pas. mais ils peuvent le réglementer, par exemple. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait ça à la vitesse. C'est parce qu'il ne tient pas mon téléphone, je ne veux pas qu'il tombe non plus. Restez là. Ouais, je vais rester là. En tout cas, touchez-y pas, faites-le pas tomber. OK, allez-y, madame, il y a des propos de téléphone.
voulais juste savoir si le mois de C'est l'arbre, votre nom, hein? Solange Cassette, le mois de l'arbre, est-ce que ce serait possible d'avoir des arbustes? Des arbustes. Parce que moi, là, j'ai plus de place là, pour mettre des arbres. Les arbres sont déjà déterminés dans le ministère. C'est le ministère des Forêts, puis les autres, c'est les arbres. C'est parce qu'il y a deux maisons à Notre-Dame qui sont. Mon Dieu, mon téléphone. C'est correct. Il n'est pas cassé. Je vois qu'il y a des maisons à Notre-Dame qui sont toutes nues. Ça serait fun d'avoir des arbustes comme les forsythia, les lilas, les lirées. Ça serait beau. C'est juste ça. C'est pas les gens qui décident. Juste vous dire, madame, au niveau de ce programme-là, le ministère, c'est qu'il y a des pépinières qui ont des surplus qui peuvent mettre. C'est donc un surplus. Donc, dans le sens qu'ils en font un peu plus pour pouvoir donner à la population. Mais dans le cas des arbustes, oui, il y a une possibilité possiblement avec les organismes comme le Centre et tout ça. Le capsule, qui font des, en fin de compte, la revitalisation des terres, c'est souvent des arbustes. Il faudra regarder avec la capsule. C'est tellement joli, les arbustes qui fleurissent, ce serait beau. Puis ça monte pas jusqu'au fil. Oui, c'est ça. Ils sont plus petits. Oui, monsieur. Guy Moras, moi j'avais une question, c'est pour le conseil avant celui-là. Là. La route qui va sortir, qui va desservir le secteur ouest du lac Mont-Aubin, qui va sortir dans le chemin du lac Castor, sur le secteur ouest que Solifort développe. Les terrains qui vont appartenir à Solifort vont recevoir une compensation de taxes pour Notre-Dame, parce qu'ils vont sortir tout sur notre chemin. Oui, parce que là, tous les terrains sont du côté Rivière-à-Pierre, les nouveaux terrains. Puis le chemin est du côté de Notre-Dame. Fait qu'on est en train de regarder ça justement. Parce que là, s'ils ne donnent pas de compensation, c'est comme. On les chemins qui sont à Rivière-à-Pierre, ils pourraient prendre le chemin. On regarde ça avec nos amis de Rivière-à-Pierre. Je regarde Pascal en même temps, mais c'est pas ça. Pour le chemin, avec les compensations, c'est tout ça qu'on regarde. Ouais. C'est une entente, dans le fond, comme on a du côté du lac Georges, on a une entente avec la Côte-Sable au lac Georges. Le lac de Brûlé aussi. Il va y avoir pas mal de trafic. Oui, le lac de Brûlé aussi. Oui. On a une entente. Le lac de Brûlé, il n'y a pas d'entente encore, mais on va en faire une. Ok, vas-y. Merci, tu me rends. Lionel Bonhomme. Oui. Concernant le 1.6, vous parlez de politique de gestion des plaintes et puis que la procédure va être transparente. J'aimerais savoir, dans le cas de la dénonciation que vous avez pris comme une plainte, de la démolition de la maison sur le terrain du conseiller siège 4. Oui, bien ça, l'information est rentrée. Oui. L'information est entrée au bureau. Elle a été reléguée à l'inspecteur. Et l'inspecteur, mais ce dossier-là, fait partie de celui ci à traiter. Okay. Là, le dossier n'est pas traité, c'est ça? Je ne vais pas demander à l'inspecteur s'il était traité ou pas. La transparence, elle s'arrête parce que... Non, mais c'est parce que qu'est-ce qu'il y a dans ces affaires-là? Parce que moi-même, j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années. J'étais moi-même une sorte d'inspecteur, mais j'étais un agent des pêches, aussi un agent de protection de la faune. Un coup qu'on a le dossier, on traite le dossier, mais il n'y a personne qui nous demande des affaires, sauf mon boss. Ça fait que c'est pour ça que les citoyens, même s'ils demandent, j'ai fait une plainte sur tel individu, qu'est-ce qu'il t'a eu? Il n'y a pas cette information. Parce que c'est sûr que l'enquête, tout simplement. Ça suit son cours, ça ne vaut pas la justice. C'est parce qu'un coup que ça va en cours, puis il est condamné ou pas condamné, puis là, ça sort, mais c'est donné public. Mais avant ça, ça n'allait pas. Concernant le point... le point 6.2, la demande d'aide financière pour la NDRJ. Est-ce que le Conseil a conscience qu'il est en train de promouvoir un événement qui contribue au changement climatique et il fait la promotion
qu'on continue le changement climatique. Et j'aimerais savoir si la conscience, vous avez conscience de ça. Oui, la question s'est posée. Dans le conseil, là, on sait très bien que ça fait du bruit, ça fait des terreurs qui brûlent et tout ça, mais en fin de compte, ça attire beaucoup de monde. C'est ce qu'on veut que Notre-Dame de Montauban soit sur la carte. Ça attire du monde, ça fait rouler notre dépannage au chalet. Donc au niveau économique, c'est excellent. Ça dure 2 jours. Donc on a jugé que c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui pourraient le remplacer? Ben, peut-être pas le remplacer, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres événements qui seraient Notre-Dame de Montauban, sur différents aspects. Là. On a déjà eu la course de canot, pour ceux qui s'en rappellent, qui s'appelle de ça, il y a une course de canot, c'est fun. Mais j'ai participé moi-même, je pense que tu as vu le dernier. Mais oui, toutes les idées sont bonnes pour qu'on ait des activités. Celle-là, pour l'instant, les citoyens, pour ceux que je vois, en général, ils l'acceptent. Ils acceptent l'un des autres. Il faudrait peut-être faire un sondage. Madame... Pour d'autres événements, impliquez-vous. C'est ça. À partir des choses. Des festivals de musique. On n'est pas là. Oh oui, tout est bon. Ouais. La musique plate, tiens. Je pense qu'on va faire, on a fait une fois ici, chez Martel était là, on avait comme des groupes de discussion ici, on était 5, je pense. Ouais. Et on avait discuté, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Notre-Dame de Montauban, c'est qui serait intéressant. Ouais. Il a sorti des idées, je pense, de même. On va peut-être en faire un de temps en temps de ça. Avec José, il y a de plus en plus, comme là, ils ont jusqu'au 18, c'est le souper de cabane à sucre. Oui, c'est pas du tout maintenant. Non, ça, tu peux l'annoncer. Mais qu'on ait un beau parc, on va avoir des beaux projets aussi, il faut y penser là-dedans. Ok, M. Bonhomet, avez-vous d'autres questions? Oui, question. Je sais que la demi-heure est arrivée, mais on a eu des incidents techniques, alors on va en prendre un petit peu plus. Est-ce que le conseil, est-ce qu'il ne craint pas d'être sur la main avec cet événement pour des mauvaises raisons? Non, j'avoue que je jase avec mes amis ailleurs, dans le Québec. Puis eux, ils trouvent ça intéressant qu'on ait une activité qui attire autant de monde. C'est sûr que c'est pas, on ne peut pas dire que c'est écologique. Mais, sauf que c'est 2 jours, ça attire du monde beaucoup. Ça fait du bien à notre développement au niveau économique. Alors, vous parlez d'économie. Alors, j'aimerais savoir, c'est combien au niveau économique que ça peut rapporter? Vous partez du dépannage chalet. Est-ce que le dépannage chalet... Je n'ai pas ces chiffres-là. Ok, vous n'avez pas de chiffres. Ok, vous dites que ça rapporte, mais vous n'avez pas de chiffres. Mais est-ce que le dépannage chalet, s'il fait un plus gros chiffre d'affaires, est-ce que ça rapporte plus de taxes à la municipalité? Non, mais quand je vais me tanker, je ne suis pas obligé d'aller encore là, comme ça, c'est ça qui arrive. Vous parlez de retombées économiques. Ça contribue à garder notre dépanneur ouvert ici à Notre-Dame, parce qu'on a super longtemps de tourner pendant 10 ans. Il y a des emplois aussi. Des emplois. Ben oui. Tout le monde, faut y aller. Tout le monde sait ça que quand on a des dépanneurs dans une communauté, qu'on a des employés qui travaillent là, on a du monde qui gagne de l'argent avec ça, ils peuvent acheter de l'épicerie. Au niveau économique, c'est sûr que c'est positif. Je vais rajouter peut-être qu'il y a des gens qui viennent à Notre-Dame en ayant cette publicité-là. Après ça, ils décident de s'installer. Des chalets. Puis pendant ce temps-là, s'ils s'installent un chalet, ils payent des taxes. Et directement, oui, ils payent des taxes. De toute façon, dans quelques années, peut-être que toutes les 4x4 vont être toutes électriques. Bonne idée, bonne idée. Ça va prendre des bois. On va en acheter un électrique. Peut-être encore une question, M. Bonhomet? Oui, je vais poser une question concernant les taxes municipales. Oui. J'aimerais savoir, lors du calcul du taux d'imposition, est-ce que vous tenez compte, il est tenu compte du taux d'inflation pour voir si les gens ils ont la capacité de payer? Ben, comme vous savez, un budget municipal, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les dépenses.
puis Mme Bonnet, qui m'arrêtera si je dis n'importe quoi. On regarde les dépenses. Donc, ça prend des revenus pour combler les dépenses. Et les dépenses, juste un petit, 3-4 exemples. Le taux d'inflation des 2 dernières années, c'est 11,5, à peu près. C'est juste le taux d'inflation. Et le déneigement nous a coûté 250 000 $ de plus. Pas que ça coûte 250 000, ça a coûté 250 000 $ de plus. Une augmentation de 100%. Par année. Par année. Ouais. Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, les autres, ça nous coûte, tout est plus cher. Il n'y a rien qu'on fait à notre âne de Montauban, et tout le monde est utile dans ça. Il n'y a rien qu'on fait là, qui ne coûte pas plus cher que là, 3 ans. Tout coûte plus cher. Les 2 par 4 coûtent plus cher. La peine de lait coûte plus cher. Le pain, c'est épouvantable. Donc, tout coûte plus cher. Puis notre âne de Montauban, quand on demande un service, c'est toujours de 10% de plus, 15% de plus, 100% de plus. Fait qu'à un moment donné, plus, il faut que ça se paye, ça, on est quelque part. Puis en plus, c'est une conjoncture avec l'immobilisation. Notre âne de Montauban, ici, je pense qu'on a monté à 55 à peu près. Les valeurs. Le tour des lacs, quand ils ont 48-49. Puis le Vatican, qu'est-ce que c'est qui se boit le Vatican? 92%. À un moment donné, il y en a qui ont monté beaucoup, il y en a qui ont monté moins, mais tout le monde a monté de beaucoup. Ça, il faut faire un calcul là-dessus aussi. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a toutes sortes d'affaires, mais sauf que ça coûte tout plus cher. Puis même quand vous voulez vous construire une maison, vous pouvez construire une maison. Ça coûte trop cher. Je vais mettre la 12 hectares. Par exemple, là, une dernière? Oui, une dernière. Donc là, vous avez des projets concernant le parc des chutes, etc. Ça va engager des dépenses. Est-ce que dans la taxation, vous augmentez des dépenses, mais vous ne tenez pas compte du pouvoir de payer des gens parce que là, on est obligé de faire encore un emprunt ou une demande de marge de crédit. Ça vous inquiète pas? Bon, ça a coûté 19 $ pour le parc des chutes. Ça coûte 19 $ par citoyen. Puis le parc des chutes, là, le parc des chutes m'a dit, vous voulez que je le passer pour un inventeur. Et le parc des chutes, c'est une des plus belles décisions que le Conseil a prises depuis des années. Acheter les terrains du Québec qu'on utilisait pour en faire un parc. Puis savez-vous comment ça coûtait si on ne l'achetait pas? Parce qu'il a fallu le remettre en état. Ça faisait partie du contrat de location. On le louait pour pas cher. Mais ça faisait partie du contrat de location. Ça coûtait environ le remettre en état pour le vendre à quelqu'un d'autre. On n'avait même pas touché à ça seulement. Ça nous a coûté environ 150 000 $ pour le remettre en état. Enlever la passerelle, enlever les morceaux de ciment, toute la patente, ça nous a coûté 150 000. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de l'acheter à la place. Mais de toute façon, la question ne se posait même pas. C'est nos chutes à nous autres, puis on veut que le monde en profite. Donc, sur ça. Puis, pour répondre à la question, non, ça ne nous inquiète pas, parce que pour faire toutes les infrastructures, on va tous aller chercher des subventions. Donc, c'est pas des affaires. Il y a des subventions plein de choses. Il est 20h54, ça me prendrait un proposant pour fermer la. Merci tout le monde. Hein.